Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa et plus précisément au siège des institutions parlementaires. Il a fallu au moins 20 heures, plus de 20 heures de travail entre le gouvernement et le membre du Parlement de la République démocratique du Congo, plus précisément au niveau de la Chambre des représentants nationaux. Mesdames et messieurs, Judith Souminois a présenté pendant plus de 20 heures le projet de loi de l'exercice 2025 ici en direct au niveau de la Chambre basse du Parlement, où une présentation plus d'1 heure du temps des projets de l'exercice du budget 2025, mesdames et messieurs, s'en est suivi avec le débat, plus de 10 heures de débat entre les députés nationaux représentant leurs différentes familles, regroupements politiques, ici à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, et s'en est suivi également au retour parce qu'il a fallu tenir compte des préoccupations des élus nationaux autour de ces projets de budget qui a été présenté en premier lieu en 16 milliards de dollars américains, mesdames et messieurs. Désormais, après les débats et propositions, les membres du gouvernement ont amené le projet de loi de l'exercice de budget 2025, mesdames et messieurs, qui s'élève à la hauteur de 18 milliards de dollars américains, qui sera réparti à travers les différents secteurs de la RDC. Mesdames et messieurs, prenant la parole à son tour, Patrick Matata s'est apesanti sur le coût de ces budgets pour l'exercice 2025 qui doit être débattu autour de la population des différentes provinces de la RDC, mesdames et messieurs. À son tour, le député national Ernest Ndengo s'est également penché sur la préoccupation de chaque ministre dans son secteur, dont il doit se focaliser également sur les secteurs qui lui est confié. Par exemple, le ministre du développement rural qui ne doit pas rester à Kinshasa, mais par contre installer son QG au niveau des provinces parce que les leaders de la circonscription électorale de Kungu dans la province de Sud-Ubangi s'est martelé sur chaque rôle que les ministres doivent jouer sur le coût de chaque, mesdames et messieurs, le budget qui est réservé dans un secteur quelconque. En passant également, mesdames et messieurs, plusieurs députés nationaux se sont martelés sur la question, entre autres, l'ancienne ministre du portefeuille, Princesse Adèle Kainda Maïna, mesdames et messieurs, a pris la parole pour se marteler sur l'exécution des budgets en tenant compte des projets de 145 territoires qui ne fera plus, qui ne donnera plus le travail aux représentants nationaux, mesdames et messieurs, dans leur fief électoral respectif. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord vous laisser suivre les retours en images ici dans la Chambre basse du Parlement dans la journée du 31 octobre tardivement dans la nuit de ce 1er novembre 2024 ici on dirait de Kinshasa que les députés nationaux ont déclaré recevables ces projets de loi. Mais avant de cheminer avec vous, nous allons d'abord vous laisser suivre comment les débats étaient tendus ici entre les députés nationaux et à présence de la première ministre, la chef du gouvernement, autour de la question de ces budgets exercice 2025 ici en République démocratique du Congo. Suivez les réactions de chaque député, mais également les points essentiels entre chaque député représentant sa province et à travers les territoires nationaux, comment ils ont réagi pour formuler des recommandations à l'égard de la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. On reviendra également pour comprendre avec vous ce qui a été dit pour clôturer ces nouveaux numéros d'actualité dans le groupe média Top 243 News. le ministre d'État du Budget et le ministre des Finances pour la célérité avec laquelle nous faisons les dossiers. Donc je n'ai pas eu à les déranger au téléphone
C'est comme ça que nous devons désormais travailler par courrier et chacun fait son travail. Nous sommes très contents que nos amis qui étaient à la presse puissent trouver des solutions. Merci Madame la Présidente. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, représentant légitime du peuple congolais. C'est avec un profond sentiment d'honneur et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui au sein de cette auguste assemblée pour vous présenter le projet de loi de finances sur l'exercice 2025. Ce projet a été élaboré conformément à notre Constitution et à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telle que modifiée à ce jour. Ce moment marque une étape cruciale dans l'élaboration de notre cadre budgétaire national et témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir prospère pour la République démocratique. Cette présentation ne se limite pas à une obligation constitutionnelle ou légale. Elle reflète les aspirations de notre peuple et les priorités stratégiques que nous avons définies ensemble. Elle incarne notre volonté collective de relever les défis auxquels notre nation est confrontée et de saisir les opportunités qui se présentent à nous afin de renforcer notre devenir comme nation, garantir notre sécurité et poursuivre notre développement économique. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement, qui s'arrive à la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse les hommages les plus déférés. Cette vision, qui, comme vous le savez, a été traduite par le chef de l'État en engagement devant le peuple congolais lors de son discours d'investiture du 20 janvier 2020. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre détermination à honorer nos engagements, à améliorer le bien-être de nos concitoyens et à promouvoir la stabilité économique dans un environnement mondial en constante évolution. Avant d'aborder le contenu de cette présentation, je tiens à exprimer la sincère gratitude aux représentants du peuple que vous êtes pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu réserver à votre gouvernement dans le cadre de cette exigence constitutionnelle. Ce geste illustre de manière éloquente l'engagement républicain de nos deux institutions à collaborer dans un climat serein et avec un sens élevé de responsabilité, respectant ainsi nos prérogatives constitutionnelles respectives. Il est également important de préciser que cette présentation intervient en complément de la loi de finances rectificative de l'exercice 2024 qui tient compte de l'évolution du contexte politique marqué par l'installation de votre gouvernement investi par votre Assemblée le 12 juin 2024 dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028. Ce projet de loi de finances reflète ainsi les priorités de ce programme, telles que traduites par la politique économique et budgétaire de notre pays. Enfin, il convient de souligner que malgré les contraintes de temps démontrant notre ferme engagement à respecter scrupuleusement la Constitution, votre gouvernement a déposé le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2024, soit 3 mois seulement après son investiture. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, il est essentiel
de rappeler que le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 est évalué à 55 413,2 milliards de francs congolais en moyenne annuelle, soit l'équivalent de 18,5 milliards de dollars américains, et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la collectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. À travers ce programme d'action, votre gouvernement s'est engagé, d'une part, à parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère, et d'autre part, à établir durablement les fondations d'un Congo émergent, où l'autorité d'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes interconnectées. Le programme d'action de votre gouvernement est également en phase avec les orientations du président de la République, chef de l'État, visant à consolider les acquis de son premier ministre. Je tiens à rappeler, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, que ce premier mandat a été marqué par des réalisations significatives, malgré un contexte économique difficile, marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19, l'intensification de la sécurité à l'est de notre pays et la guerre de Syrie. Sur le plan budgétaire, la trajectoire pour la mise en œuvre de ce programme est définie dans le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, qui fixe les grandes lignes des dépenses projetées et la trajectoire des ressources susceptibles d'être mobilisées au cours des 3 prochaines années. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national. Mon allocution de ce jour se concentrera sur 3 points essentiels. Premièrement, la description de l'environnement économique, tant international que national, dans lequel le projet de loi de finances 2025 est élaboré. Deuxièmement, les grands axes du cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2025 à 2027, qui déterminera la trajectoire des finances publiques pour les 3 années à venir. La première tranche annuelle de ce cadre constituera la base de discussion pour le projet de loi de finances de l'exercice. Et troisièmement, la configuration spécifique du budget pour l'exercice 2025 en rappelant le contexte dans lequel il a été établi, ainsi que les indicateurs macroéconomiques sur lesquels il est. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député nationaux, représentant. Je vous invite donc à examiner ce projet avec l'attention soutenue et à reconnaître son caractère à la fois urgent et indispensable. Votre dévouement à l'intérêt public et votre vision pour un avenir meilleur pour tous sont essentiels pour soutenir de construire un avenir meilleur. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et demeure à votre disposition ainsi que le gouvernement pour toute question ou discussion relative à ce projet qui revêt une importance capitale pour notre économie sociale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et qu'il guide nos actions vers l'épanouissement national. Je vous remercie. À la
il est de bon endroit de saluer et féliciter le gouvernement d'avoir déposé le projet de loi de finances 2025 dans les termes légaux. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Puisqu'on a déjà beaucoup parlé sur le sujet, j'entre directement dans le fond. La RDC, dans le président, est un pays en guerre. Tout le monde le sait. Dès son arrivée au pouvoir, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé la nation congolaise à plus d'audace. Donc le gouvernement, toute la société devait sortir des sentiers battus pour avoir d'autres résultats que ceux qu'on a toujours. À ce sujet, si nous restons avec la forme de loi des finances locales, spécialement du budget, pour l'essentiel des dépenses consiste à acheter des rideaux, des moquettes, des matériels et équipements, on pourra faire 1000 ans avec le même budget. La politique budgétaire n'aura aucune incidence sur l'économie nationale. On doit donc changer la façon d'affecter les ressources. En tant que pays en guerre, il en va de soi que nous devrions mettre beaucoup de moyens sur la défense et la sécurité. Lorsque nous lisons ces budgets, c'est vrai. La défense, la sécurité, la justice, lorsque vous les combinez, c'est plus ou moins 14% du budget. Quand vous prenez l'enseignement de manière générale, on est quand même à 30% et l'économie à 25%. Mais quand on entre le détail des secteurs, nous prenons la formation, par exemple, pour le président, vous en tant qu'économiste, vous connaissez la valeur du capital humain. L'homme congolais, c'est la variable centrale de la transformation du pays. Et donc cet homme doit bénéficier de la santé, de l'éducation, de la formation nécessaire, de la sensibilisation nécessaire pour que les mentalités qui nous entraînent vers le bas changent afin que nous puissions changer. Avec les mêmes mentalités, on sait qu'on ne changera pas. Et le gouvernement a ce rôle, notamment d'être les leaders dans la transformation des mentalités, en étant à la fois l'exemple et en étant de la formation. Nous prenons le budget de l'éducation de manière générale. C'est 6 035 milliards, 6 025 milliards. Dans ce budget, des rubriques vagues comme autres dépenses du secteur, c'est 5 331 milliards. Mais quand vous prenez l'enseignement supérieur dont a parlé mon précieux prédécesseur tout à l'heure, on est à 552 milliards. Alors le président, vous l'aviez dit, c'est en 2015 que j'étais mécanisé comme professeur associé. En ce moment-là, j'avais plus d'argent que ce qu'on donne aux professeurs émérites d'aujourd'hui. Donc c'est très grave, la situation du professeur s'est détériorée à plus de 50% en 5 ans. Et ce sont ceux qui doivent former la génération qui doit développer le Congo d'aujourd'hui et d'avenir. Je suis également d'accord sur le plan des... Non, mais Michel a parlé là-bas. Avec son potentiel encore vierge, ne devrait pas se contenter d'un taux de croissance de moins de 10%. Mais pourquoi on est à moins de 10% dans le président? C'est parce que les instruments qui devraient accompagner la croissance économique, notamment la politique agricole, la politique industrielle, la politique de l'océan bleu, d'innovation, tous ces instruments doivent commencer à élaborer, mais c'est limite au moment de leur élaboration et des publications de documents. On peut se poser la question aujourd'hui, mais nous avons les plans directeurs d'industrialisation, à quoi ça sert? Je n'ai pas vu d'intrants nécessaires pour relancer la grille démocratique du Congo qui était quand même un pays à voie d'industrialisation en 1960. Aujourd'hui, on a tué beaucoup plus d'industries qu'on a créées. Si on prend la politique agricole, il y a des collègues qui ont évoqué la question, les producteurs de Maputo voudraient bien que le budget national accorde un nombre de 10% à ce secteur. Dans ce budget, on a prévu tout autour de 6,7%, mais ça c'est encore en prévision. Mais lorsque nous avons fait l'exercice de voir l'exécution des crédits alloués à la politique agricole, mais c'est scandaleux, c'est un secteur en souffrance et ça correspond avec l'état vital de notre milieu rural.
Je félicite le ministre du Développement rural qui venait de faire un tour à travers les zones les plus reculées. Il est monté dans tous les modes de transport qu'utilise la population. Félicitations à lui. Je pense qu'après avoir vu cela, l'agriculture, le développement rural, dans le président, comme vous le savez, la RDC va se développer à travers le monde rural, où la RDC ne va pas se développer. On doit financer les 145 territoires. La plupart des députés viennent du monde rural. Mais à part le programme de développement local de 145 territoires, qui a des programmes sanitaires, grâce au génie chef de l'État, on est en train de noter que la mise en œuvre de ces programmes auprès notamment de certaines agences d'exécution, notamment les MOUT qui interviennent sur la zone John-Équateur et ainsi de suite. Mais ça va de manière très lente. On voudrait, dans le président, que vous puissiez agir, en fait, qu'au niveau de l'ECOFIN, on puisse poser la question là-dessus. Je voudrais également évoquer la question des entreprises du portefeuille au président. Le gouvernement avait, au mois de juillet, voulu que l'on puisse aider ces entreprises quant à leur trésorerie. Il suffit donc des interventions pour alléger la trésorerie et des conseils collègues tout à l'heure pour les outiller pour que la production des entreprises puisse être financée. Alors que je parle pour le budget, je cherche même le mot Société nationale de l'électricité, je le trouve. Là où je trouve la régie des sous, c'est au ministère des Ressources publiques pour des crédits prévus de 300 millions de francs congolais. Ça signifie à peu près 103 000 $. Je me demande la régie des sous. Avec 103 000 $, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Dans ce secteur du portefeuille, puisque ce sont les crédits des interventions du secteur du portefeuille qui devraient évidemment soutenir les entreprises comme la SNEL, la Société congolaise des transports et des ports, la Sokimo qui s'en meurt dans le plateau oriental là-bas, la cimenterie nationale. Donc, on a prévu combien? 50 millions de $. Or, nous venons d'accompagner le chef de l'État qui s'en avec tous les acteurs. Nous avons obtenu du MINECA, le garde des Sceaux, que dans le cadre des fonds dynamisation, on puisse avoir 50 millions pour appuyer la CNR, qui a un plan de 120 millions pour relancer la centrale de l'équipe de la Djouf. Il faut que le gouvernement intervienne aussi pour environ 50 millions de $. Donc si on laisse au besoin du portefeuille seulement 50 millions, on dit que ça va à la Djouf. Pour les autres, on a beaucoup de portefeuille qui n'ont rien. Donc c'est un crédit, ce sont des crédits largement insuffisants. Vous noterez avec moi, honorable président, que beaucoup de collègues n'ont pas réagi en ce qui concerne les recettes. Ça signifie que malgré les difficultés, la mobilisation des recettes se porte bien. Mais vous le savez également que les taux de pression fiscale que nous avons se situent à plus ou moins à 60% du potentiel de nos gouvernements. C'est qu'on a encore des efforts à faire là-dessus. Mais pour mobiliser davantage les recettes, on a besoin d'avoir un État opérationnel. Maintenant, on a besoin d'avoir un État connecté. Prenons les routes nationales qui connectent toutes les provinces. Il n'y a aucune route nationale pour le président qui est carrossable de PK0 au dernier point kilométrique. Les routes provinciales, c'est la même chose. Et c'est ce que j'essaie de voir les crédits alloués pour la réalisation des voies. J'ai vu 2 villes. Je prends pour Pumba. Il est prévu à Pumba 284 millions de francs congolais. C'est environ 94 000 $. J'ai pris la ville de Kisangani. 482 millions de francs congolais. À peu près 166 000. Alors, sachant tout ce qu'il faut se faire dans ces villes, je me demande si les budgets étaient élaborés pour être respectés. Bien, nous élaborons les budgets pour la forme et ce qu'on va exécuter, c'est autre chose. Et donc, on va violer les principes. Patrick, même si votre intervention est très intéressante, j'ai vu que vous avez demandé la première nordique de sur 20 minutes. Merci, honorable, je vais chuter. Donc, je vais chuter en disant, en ce qui concerne les développements globaux du territoire, inviter le gouvernement à faire quand même une réflexion autour de la retenue à la source prévue dans la Constitution, rappeler dans la loi 11/011 du 31 juillet 2011 relative aux finances publiques, les mécanismes étant établis, même si on ne sait pas laisser aux provinces 40%,
mais la quantité qu'elles doivent avoir devrait quand même être connue d'avance. Et la façon de garder les crédits d'investissement des provinces au niveau central contribue à la capture de l'État par Kinshasa. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a eu une exigence sur la politique salariale, la disparité des négociations, des accords qu'on signe, notamment Pays-Bas, Moulin et ainsi de suite, qu'on n'arrive pas à appliquer, cause énormément de problèmes. Quels sont dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, on trouve dans le même secteur plusieurs groupes avec différents barèmes salariaux et ce n'est pas bien. Nous pensons qu'au niveau de la budget commune, on va revenir là-dessus. Honorable Président, estimés collègues, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Vous savez que c'est le gouvernement que nous avons investi le 11 juin. C'est donc la présentation de son tout premier budget. Dans ce cadre, nous avons voulu voir les secteurs structurants de l'économie nationale sur lesquels il faut intervenir pour avoir des effets d'entraînement sur le reste de l'économie. C'est ce que nous avons évoqué, les aspects concernant les infrastructures de base, notamment les routes nationales, les routes provinciales, des dessertes agricoles, ainsi de suite, pour permettre à ce que l'économie nationale puisse se relancer. Et concernant les routes nationales, nous avons souligné le fait que les routes nationales ont besoin d'être réhabilitées et pour les autres vraiment modernisées. Notamment la route nationale 4 qui relie Kisangani et la ville de Beni sur un tronçon de plus ou moins 700 km. Cette route est très importante parce que ça permet d'aller à la province de l'Ituri, donc à Bunia, ça permet d'aller également vers les Hauts-Tuélé, ça permet d'aller dans les Bas-Ouïl. Donc c'est une route d'importance capitale. Nous avons insisté sur les entreprises du portefeuille qui ont besoin de ressusciter, notamment la SNEL qui a besoin d'être appuyée, la Régie des eaux, la Sokimo, la cimenterie nationale, puisque la rénovation ou la redynamisation de ces entreprises va permettre à ce qu'on puisse créer de l'emploi et redistribuer encore le revenu dans la société, donc permettre une croissance économique abondante. Nous avons également souligné le fait que, comme pays, nous devons avoir une politique salariale inclusive, que tous les fonctionnaires qui émargent du budget de l'État puissent être régulièrement traités. Les professeurs d'université, par exemple, ont perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat les 5 dernières années. Il est important qu'ils puissent recouvrer ce pouvoir d'achat. Il en est de même des médecins dentistes, de tous ceux qui interviennent dans le cadre du budget de l'État pour que on puisse recouvrer leur pouvoir d'achat. Donc voilà un peu quelques axes d'intervention que nous avons soulignés. Votre soutien, le soutien du bureau, parce que cette espèce va vous révolutionner, va vous révolter, va vous choquer. C'est quoi le problème? J'ai compté depuis l'an 2006, après les élections de 2006, jusqu'à aujourd'hui, on a eu 9 premiers ministres, dont Mme Soumi. Et comme il y avait gouvernement 1, gouvernement 2, c'est 15 gouvernements. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coin, vous ne verrez jamais un premier ministre dans les cadres des missions officielles. Aucun premier ministre n'a payer dans les grands équateurs, mais plus précisément dans les citoyens. Aucun. Et je le dis sans perdre d'être aucun premier ministre. Je peux expliquer ici. Nous avons nous avons lui apporte pour la guerre de l'Est de l'Europe. Nous avons maintenant encore été dans la salle. Nous avons sorti Badi Bamba. Il y a Bino Chiba. Sylvestre Nikouma. Saman Fondé. Et je dis Madame est-ce que vraiment ça c'est une considération, un mépris à vous-même de nous donner un nom qui correspond à cette situation. On a le président de l'Assemblée nationale, quand le président de la République, le maréchal Mobutu avait dit le chef de l'État n'est pas un magicien. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi. Il ne sera pas partout
chaque ministre dans son secteur doit faire un pas. Vous êtes un gouvernement national, gouvernement central. Hier, c'était un gouvernement de pouvoir. Madame Judith Soumenoir, je ne sais pas encore les noms, c'est le nom de. Mais, chère Excellence ministre, aidez quand même nous députés à deux. Nous sommes même vilipendés. Nous sommes critiqués à tort pour des travaux qui ne nous concernent pas. Notre président ici, dans le côté plus ici que non, notre travail, c'est de construire des routes, des hôpitaux, des ports. Ça, c'est votre travail. Je vais ici commencer, c'est juste une interpellation ministre par ministre. Je vais commencer par qui? Les ministres de l'agriculture. Vous devez pas être fait, c'est ça? Vous devez éliminer votre DG dans les sites du Mandela. Vous faites dans les partenaires communs. Venez ici, dans le monde, vous en comprenez. Pas seulement autour de l'agriculture. C'est ça notre mine. Dieu ne nous a pas aidés pour vous donner des mines, des minéraux. C'est quoi? C'est le cacao. C'est le café. C'est l'eau que nous avons. Alors, vous devez quand même faire la part des choses. Rester selon. Voilà. Donc, chaque ministre dans ce secteur doit au moins faire quelque chose. Les ministres du développement local. Là, c'est moi, c'est un Ouattara. J'ai confiance. Je sais qu'il va faire quelque chose là pour la mais restez pas ici. Ça s'appelle développement rural. Pas développement urbain. Développement rural. Les grands bandits, Maïno, parce que tout le monde peut aller, c'est la guerre, mais c'est pour tout ce qu'on fait là-bas. Allez, maintenant, c'est dans les parterres pour faire là-bas. Des dragages de la rivière pour Mandela, les poissons, même des vieillesses. Ministre de Pétentie, je ne sais pas. Est-ce que nous avons au moins une marge de manœuvre style de la population? À chaque fois à Guéména, il y a une marge. Tu peux rester à Guéména, tu peux rester à Bumba, à Nisala, à Bokandaka, vous voyez, quelqu'un à votre côté, si vous voulez, ça veut dire que non, il est hors de terre, hors de alors il est là. Est-ce que cette entreprise se comporte comme on sait bien que notre gouvernement n'a pas une entreprise de communication? Oui, mais quand même, ils sont chez nous. Vous devez les gérer, vous devez quand même avoir une indépendance si cette entreprise-là. Ça nous choque. Est-ce qu'ils se comportent comme des petits vieux? Car, juste aujourd'hui, c'est à l'autre ministère que vous allez faire une. Voilà, si vous arrivez à déménager et que vous ne descendez pas dans les DG, vous n'allez pas venir. Et c'est normal. En plein 21e siècle. Les ministres de la fonction publique, essayez un peu de mécaniser les frères et les patères. On n'est pas dualiste. On n'est pas dualiste. Les quelques mécanisations qui sortent là-bas, non, quelqu'un est dans les sites humains. Il est à Koundou, mais il est payé à tout. Il est payé à tout. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que ça, c'est du sport? Donc, il y a des mécanisations. Quand il y a un minara, on sort en dehors, il est payé à Bagdad. C'est quoi cette histoire? Et en tout cas, essayez de dénoncer cela. Les ministres des ITP, c'est-à-dire les ITPR, parce que ITP. Et respect de on ne gère pas un pays comme ça. Vous êtes un ministre national. Dans vos rêves, vous devez penser un jour aussi effectuer une mission officielle à Guinée. À la Moumala, à Djouaba, à Gok, partout, pas seulement là-bas, parce que là, c'est givré, ça va chaque jour. Mais comment vous allez rester ici? Et là, vous allez parler de nous, on a besoin de quoi? Dans les sites du Bangui, on a besoin de construire des routes. Guéména à Koura, Guéména Zongo, Guéména Bobito, Kungu Dongo, Kungu Bomboma Dongo, Kungu Ngele Moussa Bouja. Si vous nous faites ça, en tout cas, on est à l'aise.
Et les gens vont aller à l'école. Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation, si elle n'est pas à la salle, il y a un phénomène qui dérange. C'est quoi? La paix des enseignants. Ça intervient quand? Les 45e jours, les 60e jours, les 90e jours. Et ces gens-là sont forcés à une pratique qu'on appelle le hypotama. Vendre la mer. Vous êtes obligé d'aller vous embêter parce que si vous n'en êtes pas, qu'est-ce que vous allez manger? Pourquoi? Parce que chez nous, là-bas, dans les sous-familles, il y a une structure qui s'appelle Fort Caritas, qui a failli dans ses missions, qui ne paye pas les enseignants à temps, qui avait compris ces contrats en échec. Et nous allons pouvoir, madame le ministre, avec le gouvernement, ministre du budget, ministre des Finances, pour révisiter ces contrats-là qui nous lient avec Caritas et Fort, parce que nos frères, des enseignants aussi. Chez nous, aujourd'hui, l'enseignement, c'est la seule activité qui règne ici. Si on a un paie d'enseignants, l'argent c'est bien. Mais quand il n'y a pas, c'est vraiment attendre. Quel ministère va les ministres du portefeuille, colonel Jean-Michel Moussa. Quand le chef de l'État a dit on va donner, il va créer des milliers d'emplois. Comment est-ce qu'on crée un emploi? Le ministre de l'Industrie est là. Jadis, on avait des industries combinant industriels de l'économie. On avait Africanis, Cotos, Cacao, il y en avait plusieurs. Parmesan Kosovo. Aujourd'hui, Parmesan Kosovo est dans un statut de liquidation. C'est une entreprise de l'État. L'État ne manque pas de l'argent pour les réhabiliter, pour les faire fonctionner. Voilà comment vous devez donner du travail à vos frères qui connaissent la misère. Des milliers d'emplois de choses. C'est ça aussi un moyen. Je vais ici quand même dire quelque chose qui va peut-être acheter certains. Ça va acheter certains et puis c'est quoi? Nous avons dans la salle ici un premier ministre, Madame la Présidente n'est pas ici. Mais j'ai dit c'est qui nous manie maintenant? Il est perdu ici, il y avait quoi là? Mais aujourd'hui, un aéroport permanent, une université moderne où les enfants vont à l'école sans habit, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, c'est pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. Alors, les ministres de l'ESI, où en sommes-nous avec des projets, une province, une université moderne? Je ne sais pas, à moins que je sois un peu distrait, jusqu'ici. Je n'ai pas vu dans les grands la pose d'une pierre pour le commencement
au ministre des États. Au ministre des Transports. Vice-ministre des Transports. Un routier, un chevronné dans le domaine aérien. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes là-bas. Vous connaissez bien les contours de ces ministères-là. Nous attendons de vous voir. Avant de vous sortir là-bas, amenez-nous des avions. Quand aujourd'hui, chez moi, à Kémena, pour arriver, la CA nous amène une seule compagnie de version CAA. Est-ce que quoi là-bas? Donnez-nous des avions qui doivent survoler, desservir les compagnies de bateaux. En ce qui concerne le transport. Il y a le transport. On a clair. Depuis 2014-2015, merci. On a clair. On a renouvelé 16 engins là-bas et nous allons rester très connaissants. Merci, on a présent. Pour les chiffres, les macros, les ceci, nous allons faire ça à la commission des profits. Merci beaucoup. L'intelligence du bureau, mais ce qu'il a dit n'est pas sans intérêt. Ça fait rire, mais si on transpose ça en réalité de chaque province, tout à l'heure, quand il a parlé de l'ancien Premier ministre, tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous mettons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur n'est pas pour battre le corps. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait. Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux à l'eau. Alors donc, les lions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand vous responsabilisez, pensez d'abord aux partenaires, aux pays et tous les personnes. Merci beaucoup. J'espère que tout a été dit au niveau de la chaire de notre assemblée. Comme toujours, quand nous venons ici pour parler du budget de l'année qui vient, dans l'année 2025, et souvent nous venons là, moi j'aime interpeller. Interpeller parce que quand on doit parler les macros, inflation, ceci, les Congolais lambda ne maîtrisent pas exactement ce que ça veut dire. Et ils ne comprennent pas ce que ça veut dire les budgets. Mais quand nous devons parler, on dit, on rappelle, on fait une interpellation pour dire que les budgets, ce n'est pas les chiffres, ceci, mais c'est les budgets, c'est ce que les Congolais doivent voir changer son entourage, son quotidien, son panier de la ménagère. Et encore une fois, aujourd'hui, on a été là-bas pour demander à Madame la Première ministre et son équipe que les budgets, ce n'est pas seulement pour Kinshasa. Moi, je suis un élu de l'intérieur, du Grand Équateur, Sidou Bangui, ma province. Et comme j'avais dit là-bas, nous avons des réalités sur terrain. Et pour les palper, il faut arriver sur terre. J'avais compté, j'ai dit, depuis l'année 2006, où on a commencé avec les élections en RDC, jusqu'à aujourd'hui, j'ai compté, Madame Judith Soumina, c'était la 9e Premier ministre. Et avec le gouvernement 1-2, c'est le 15e gouvernement. Mais aucun de ces premiers ministres n'a foulé pied dans le Sidou Bangui, ma province. Et on a cherché des mots pour qualifier cela. Est-ce un mépris? Est-ce que c'est un manque de considération au quoi là-bas, comme vous le savez? Mais aussi, j'ai tenu à dire et à rappeler à chaque ministre, la Première ministre a sa part. Chaque ministre aussi, dans son secteur, doit aussi faire sa part. Et j'ai décortiqué pour chaque ministre, par exemple, celui de l'agriculture, il ne peut pas rester à Kinshasa. Il doit ériger un Kinshasa à l'intérieur du pays, là où il doit travailler. Comme chez moi, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des minéraux chez nous, mais nous avons les sols qui produisent des fruits. Et si on produisait, si on l'entretenait, ce secteur-là, les gens vont manger bio ici. Nous avons la rivière où les poissons meurent de vieillesse. Et aussi, j'ai rappelé au ministre du Développement rural que c'est bien dit, développement rural. Ce n'est pas pour les milieux urbains qu'il focalise ces interventions, ou bien ces projets, ou bien ces missions vers l'intérieur pour nous faire des développements. J'ai rappelé à tout le monde, ils sont ministres du gouvernement central.
pas sectaire, pas pour une province ou n'est pas pour les autres, non. Ils doivent agir partout et savoir que non, la RDC, ce n'est pas la RDC Kinshasa, mais ils doivent aussi aller partout, dans les Grands Équateurs, dans les Bandundu, Sankuru, partout. Et il ne faut pas seulement aller là où c'est JT. Voilà un peu de manière ramassée, de manière brève, ce qu'on avait expliqué là-bas. Et ça a au moins fait ce que ça peut faire parce que, comme j'avais dit, quand le président avait dit qu'il va créer des emplois, chaque ministre dans son secteur, s'il travaille bien, les emplois seront donc créés. Comme chez nous, on a des entreprises de l'État aujourd'hui en faillite et on les a placées en état de liquidation. Pourquoi liquider des entreprises? Il fallait au moins les réhabiliter et ça va donner de l'emploi aux Congolais en général et celui de Sidou Bangui en particulier. Par rapport à leur niveau en 2024 et ce qui entraîne une nette amélioration des impacts dans le processus qui passe de 15,1% à plus de 24% en 2024. Il y a lieu, chers collègues, d'activer l'attention du Parlement et la particulière attention de Madame la Première ministre sur la nécessité d'éveiller à une répartition géospéciale et équitable. C'est très important, Madame la Présidente, chers collègues. Ce pays a 26 provinces, 145 territoires. Toutes les provinces rurales et tous les territoires ruraux. Le FAC est proposé à financer et privilégier certaines provinces, certains territoires par rapport à d'autres. Si vous ne les saviez pas, en excellence, Madame la Première ministre, ma province est le Congo dans l'espace franco-végétal, mon territoire se Rwanda, et je voudrais bien que la province de Congo, à l'instar d'autres provinces, bénéficie également du projet que nous avons là. Je voudrais également insister sur la priorisation des grands projets d'infrastructure d'interconnexion provinciale et nationale reliant l'Est à l'Ouest et le Nord au Sud. Et ceci aura pour avantage non seulement d'inciter l'activité économique, mais surtout de consolider la croissance, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie. Je pense, Madame le Président, que vous en avez parlé dans votre mot d'introduction. Nous espérons également, Madame la Présidente, que les investissements dans les infrastructures financés par les fonds issus de la finance en cadre chinois suivront la même logique d'équilibre géospatial. Nous allons y veiller. Et en même temps, je voulais aussi interpeller le ministre des Finances. Vous allez commencer à nous amener des projets de ratification des accords à conclure avec des instances ou encore internationales. Il faut veiller à une cartographie d'intervention. Nous en avons parlé depuis que nous siégeons dans cette assemblée. Vous pouvez regarder dans vos archives au ministère des Finances. Il y a un nombre de provinces qui sont financées et pour lesquelles nous avons ratifié ces accords de prêt, contrairement aux autres. Je pense que la province comme le Centre, la province comme la province des bassins, les territoires des bassins, je l'ai dit, j'ai corrigé à les territoires des bassins ont le même droit que d'autres territoires. Monsieur le ministre des Finances, quand vous apportez des projets, des protocoles d'accord ici, veillez à ce que cette cartographie soit équitable et tous les territoires et toutes les provinces bénéficient des mêmes avantages. Je continue en disant, Madame la Première ministre, nous allons saluer et nous continuons à saluer le fait que vous soyez la première femme chef du gouvernement. Nous voudrions aussi que nous puissions avoir des réalisations, des premières réalisations qui ne se sont jamais passées. La Caisse nationale de l'éducation. Depuis que la Caisse est créée, les animateurs ont été nommés. Je crois que tous les
extrêmement sensible, mais qui est loin d'atteindre les résultats escomptés. Je salue l'initiative de l'honorable Mounou qui a invité le vice-premier ministre du Plan à venir s'expliquer ici parce que nous avons besoin d'évaluer ce programme. Et l'un des handicaps de ce programme, c'était le fait qu'on n'ait pas intégré les autorités locales dans sa mise en œuvre, et même pas la représentation nationale. Nous sommes incapables de dire aujourd'hui dans quelle province, dans quel territoire, où le programme PDL 145 territoires, parce que les autorités locales, même la représentation nationale, n'ont pas été considérées ou encore prises en compte. Je crois que ce sont des corrections que nous allons apporter lorsqu'on va examiner cette question pour examiner la question orale de notre collègue Patrice. La première ministre dans les activités a parlé de la création des emplois. La création des emplois passe notamment par la dénonce des entreprises de l'État. La Sotimo, c'est une entreprise de ma contrée. La Sotesti également. La SINAT, la SINEL et bien d'autres. Et ces entreprises peuvent être relancées par des interventions en mode automatique, par des interventions qui sont lancées au ministère de la Santé. J'ai pas su le projet de loi de finances 2024. J'ai trouvé qu'il y avait déjà la semaine, on va la dernière visite du président de la République à la et pour les autres, je pense que ça, c'est des questions qui nous font à la commission. En quelque sorte, nous pourrions résoudre ce problème parce que nous avons besoin que notre entreprise soit. Normalement, ces gens-là, c'est peut-être qu'il faut les rencontrer. Honorable président, je les ai que la stratégie du président de la République, parce que nous sommes devant le sol très fort. Moi, ça me fait de voir ma province particulièrement est une province à vocation agricole comme les je crois qu'il est temps que nous puissions regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider et non pas. Je vais terminer par dire que nous avons non, c'est bon. Les autres disent. Mais cela n'empêche pas que ça vous si vous voulez, je vous accompagnerai.
Nous sommes convaincus que la Première ministre fera les choses pas comme d'habitude. Parce que nous avons commencé par la féliciter de nous avoir présenté ce projet de loi des finances 2025 à temps record, 3 mois seulement après son investiture. Mais nous avons également dit à la Première ministre que nous continuons à saluer le fait qu'elle est la première femme chef du gouvernement. Il y aura également des réalisations nouvelles. Nous allons sortir des sentiers battus. Le cas de la Caisse nationale de péréquation. Depuis que cette caisse a été créée, elle n'a jamais été opérationnelle. Nous espérons qu'avec l'avènement d'une femme à la primature, cette caisse sera désormais opérationnelle, malgré le fait que les animateurs ont déjà été nommés, ils sont payés sans un travail quelconque. Donc, il y a ce problème-là. Il y a également le problème qui est revenu ici. Très souvent, le programme de développement de 145 territoires. C'est un programme très bien conçu, mais qui a souffert dans sa matérialisation et qui nécessite aujourd'hui une évaluation. Et j'ai salué qu'un collègue a déjà une initiative à l'endroit du vice-premier ministre, ministre du Plan, qui viendra ici. Nous allons travailler avec lui de manière à ce que nous puissions consolider ce qui a été bien, mais nous puissions améliorer sa matérialisation, parce que c'est vraiment ça qui va restaurer l'autorité de l'État dans les provinces. Et je vais parler de ce mois. Il y a un accroissement des prévisions pour le secteur des investissements. J'ai plaidé pour que ces investissements soient financés de manière équitable, qu'on tienne compte de la géospatiale, qu'on tienne compte des 26 provinces de la RDC et des 145 territoires. Donc c'est parmi les points que nous avons soulevés ici et nous espérons que la Première ministre va rencontrer nos préoccupations. Nous allons recevoir le budget. De toute façon, il devient nôtre. Nous allons le consolider au cours des travaux en commission ECOFIN. C'est d'abord féliciter la Première ministre et l'encourager. Ça, c'est une innovation. Et encore une fois, je suis fière que cette innovation vienne d'une femme. Nous allons nous prêter à cet exercice tous les 3 mois. Je crois que c'est un devoir de redevabilité, de transparence, et c'est aussi un respect vis-à-vis de la représentation nationale que nous sommes. Elle jouit donc de tout notre soutien. Nous allons l'accompagner et nous espérons que la population de la République démocratique du Congo retrouvera son compte et que les 26 provinces de la République démocratique du Congo se rendront compte qu'il y avait une raison de soutenir la Première ministre. Ah oui, oui. Je serais plus capable Je commence par rendre grâce à Dieu qui nous donne cette occasion précieuse de m'adresser solennellement à nos compatriotes qui nous je pense particulièrement à nos compatriotes frères et sœurs qui vivent dans un état de désespéré, qui vivent dans une situation d'insécurité causée par la guerre d'agression en tant qu'agresseuse. J'ai pris jour et nuit en fait que miraculeusement la guerre cesse à Israël. Les projets de loi de finances 2025 qui doivent aussi a été
par le gouvernement dans les délais immédiats. Je remercie les gouvernements pour son sens de responsabilité. L'addition oblige Madame la Première ministre chef du gouvernement. Recevez mes remerciements infinis pour avoir présenté l'économie de ces textes sous examen avec une violation de Excuse honorable. Et présenté à l'économie en hauteur de 49 soit l'exploitation des vingtaines de 2006 par rapport à son niveau de la dépense initiale de l'exercice 2013. En République démocratique du Congo, je l'ai dit, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je serai la première fois à totaliser 25% compétences secondaires. Aujourd'hui, je dois vous laisser paisiblement dans le live, parce que c'est moi qui m'a renouvelé son mandat de tenir le de la Cour. Je disais bien que les zones rurales des services de base à la mauvaise gouvernance de manière générale et particulièrement celle des ressources naturelles, dont dépendent et à la dégradation des conditions de vie et de les programmes de développement de la territoire. Il faut l'avouer, c'est un programme qui est cher et que nous allons demander, et avec votre implication, que ces programmes puissent être activés, parce qu'avec des prix qui commencent, sinon, ça risque d'être relancé l'année prochaine, probablement au mois de juin. Il est important aussi qu'elle doit bénéficier de ces ressources importantes dans ce budget de l'exercice 2024. Le monde rural congolais représente un énorme potentiel pour le développement économique et social de notre pays. Ce potentiel réside dans la recherche des ressources naturelles et humaines qui pourraient être capitalisées à ce niveau. Comme ressources naturelles, je mentionne en passant les terres arables, ressources animales, ressources pastorales, ainsi que les ressources alimentaires. Le développement rural en République démocratique du Congo pourrait solutionner de nombreux problèmes. La pauvreté et les inégalités, la baisse de la production et l'insécurité alimentaire chronique dans la France. Les milieux ruraux sont en réalité moins bien dotés à l'infrastructure de base que les villes. Les centres urbains disposent d'eau et des centres d'addition d'eau potable de les difficultés sont ainsi générales dans les milieux ruraux pour tous les services essentiels, soins de santé, routes et desserts agricoles. Honorable Président, je suis en train de dire que, par exemple, pour ce qui concerne les routes de desserts agricoles, c'est un problème que les gouvernements doivent prendre en compte pour arriver à résoudre. Cette situation que connaissent les populations de milieu ruraux et à la base collective du phénomène des il est clair que le secteur agricole connaît des normes d'ordre à la fois structurel et humain, qui n'empêchent d'évoluer normalement et de fournir son meilleur potentiel dans la lutte contre la pauvreté.
La relance de la production agricole doit bénéficier d'un statut spécial dans les cadres de ce budget de l'exercice 2025 ainsi que dans les cadres de ainsi que des du nombre de personnes que l'agriculture mobilise, je propose l'installation des banques agricoles dans les milieux ruraux pour permettre aux paysans d'avoir accès au crédit bancaire afin d'améliorer la productivité du secteur agricole par rapport à l'ensemble de l'économie. Je propose qu'une part significative des dépenses d'investissement soit réservée au budget de développement des infrastructures socio-économiques à milieu rural, confère page 4 du document numéro 13 au point 2. Concernant les budgets alloués aux dépenses de rémunération, confère le document numéro 13 page 2.22, je propose que les gouvernements soient explicites dans le centre de justice gage une paix sociale et la prise en compte de la finances des examens, de l'opération des recensement et de l'identification document numéro 13, page 4.29. Les données statistiques fiables issues de cette opération permettront à la République d'élaborer des projets et des programmes de développement réalistes et concrets. Honorable Président, honorable membre du bureau chef, je dois dire que les développements ne viennent pas que de monde rural. Parce qu'aujourd'hui, avec cette exode rurale, aujourd'hui, les grandes agglomérations ne savent plus répondre aux besoins de ces C'est raison pour laquelle, honorable Président, je dois attirer l'attention en disant que notre constitution reconnaît qu'il y a une forme de gouverneur, mais admettons que nous avons de faire pour la simple raison que ces gouverneurs n'ont jamais effectué certains, pas même d'itinérance pour connaître la réalité de leur province respective. Alors à ce moment-là, c'est aussi un blocage pour nos provinces respectives. Je dois donner l'exemple. Au moment où il y a par exemple des rivières qui ne demandent pas peut-être qu'ils vont jeter des fonds, peut-être des 30, 50 000 $, les gouverneurs de ça, même nous n'est pas la réalité de ça, et c'est seulement Kinshasa. Je demande que Madame la Première ministre que vraiment puisse tenir compte parce que nos provinces doivent aussi donner l'impulsion du développement de notre pays. Mais avoir de maires politiques, c'est là retarde le développement. Honorable Président, je dois terminer en disant que j'ai orienté plus mon intervention vers le développement des zones rurales qui hébergent à elles seules près de plus de 70% de la population de notre pays. Je conclue de retenir que le développement rural en République démocratique du Congo est la clé du développement de notre pays. Dans le sens où il est la solution aux nombreux problèmes qui se posent dans notre pays, la pauvreté, les inégalités, la baisse de la production et l'insécurité alimentaire chronique. J'aimerais qu'on change de principe, que cette fois-ci, la priorité soit maintenant axée dans le monde rural, surtout nous les élus du monde rural. À chaque moment que nous avons sollicité les équipages, nous allons, nous souffrons. Et quand nous sommes élus, cette population est abandonnée. Tristissant, et on ne s'occupe que de la population du monde urbain. Je préfère que cette action soit beaucoup plus centrée à la population du monde rural. Raison pour laquelle je demanderai à ce qu'on puisse aussi arriver à promouvoir dans d'autres
territoire, sur toute l'étendue de la République, pour l'électrification rurale. Parce qu'aujourd'hui, la population travaille et nous devons avoir des petites industries qui doivent arriver à impulser les développements. Parce que les développements n'est pas seulement dans les centres urbains, nous devons rester à nos compatriotes du monde rural qui doivent aussi se sentir dans les droits des mêmes Congolais. Parce qu'ici, on ne peut pas privilégier les uns et arriver à marginaliser les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les programmes de développement local, les centres de territoire, à ces jours, ces programmes restent un éléphant blanc. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, ces programmes est abandonné à son triste sort et nous, les élus du monde rural, avec l'impraticabilité des routes, nous ne savons quand est-ce qu'on doit arriver à relancer. Et nous allons demander que pour le respect de la population qui nous a élus, il faudrait que sans les embarrer et les programmes de 145 territoires puissent démarrer sans condition aucune. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Adèle Gaïta, pour votre intervention. Vous avez consommé tout le temps qui était réservé à votre mouvement et les heures que vous avez également au succès. Vous avez... D'abord, il faut souligner que Madame la Première ministre a terminé la présentation du budget. Les députés nationaux ont donné leurs observations. Nous attendons la réponse de Madame la Première ministre pour que nous puissions recevoir ces budgets. Après la réception, nous devrions envoyer ces budgets dans notre commission ECOFIN pour intégrer les observations des honorables députés et quelques toilettages. Mais l'importance pour un budget, je crois que ça se résume par son exécution. Nous avons et nous allons aligner certaines dépenses, nous allons intégrer certains projets, mais ce budget n'aura de sens que quand le gouvernement va respecter ce qui est intégré dans ce budget, comme c'est une loi. Ce budget n'aura de sens que si ça répond aux besoins de la population, pour laquelle personnellement je pense que dans les travaux à commission au niveau de l'ECOFIN, parce qu'en fait dans une plénière comme celle-ci, 500 députés ne peuvent pas parler, il faut que nous orientions ces budgets par objectif. Nous sommes un pays à guerre, il faut une rubrique de la sécurité. Il est vrai que le pays ne doit pas fonctionner à plusieurs vitesses, il n'y aura pas des secteurs qui seront oubliés, mais il faut privilégier des secteurs porteurs et des secteurs qui vont permettre évidemment que nous puissions faire des routes, que nous puissions produire, parce qu'on ne peut pas produire là où ça crépite. Je pense que vous avez suivi la rentrée scolaire un peu tumultueuse avec le mouvement des grèves. Il faut évidemment regarder le budget de rémunération des fonctionnaires de l'État, les enseignants, les infirmiers et les militaires spécialement et d'autres pour l'année 2025, qu'on ait moins de grèves parce qu'on ne doit pas sacrifier l'éducation de nos enfants, on ne doit pas sacrifier la santé de notre population. Évidemment, pour aller à l'école, pour aller au champ, il faut avoir de bonnes routes. Nous n'allons pas en une année tout faire. Nous avions déjà voté le programme quinquennal du gouvernement souminois. Je pense que ce qui ne pourra pas être fait pour l'année 2025, ça pourra revenir dans le budget 2026. L'essentiel aujourd'hui, que le gouvernement souminois puisse regarder ce qui est plus prioritaire. Et pour moi, je viens de l'Est, la République démocratique du Congo. Je pense que l'impératif aujourd'hui, c'est de recouvrer la paix et la sécurité, gagner la guerre contre les M23 soutenus par le Rwanda. Souligner que les commissions sont des organes techniques de l'Assemblée.
Ça ne nous transforme pas en membres du gouvernement. Nous sommes des commissions techniques. Des questions relatives à la défense et à la sécurité, soit la plénière, soit nous saisir pour nous confier des missions spécifiques. Mais nous sommes déjà très intéressés sur cette question, ou bien sur ces questions, étant que membre de cette commission. En fait, il était question à ce que la Première ministre présente le projet de la loi des finances pour l'exercice 2025. Et il était question à ce qu'elle donne les condensés de cette loi. Et après la présentation, les députés ont pu intervenir selon le groupe parlementaire. Je suis contente parce que certains d'entre nous qui ont pris la parole ont essayé un peu de toucher tous les aspects tels que ça a été détaillé dans les programmes du gouvernement. Parce que principalement, il y avait la question sur l'insécurité dans la partie Est de la RDC, d'où nous nous sommes élus. Deuxièmement, il y avait la création de l'emploi des jeunes, la relance de l'agriculture, et sur toutes ces matières, au moins les députés ont pu soulever certaines observations. Et nous pensons qu'après le vote, après l'adoption du budget, ce budget pourra être versé dans la commission ECOFIN. Et c'est au niveau de l'ECOFIN où on va pouvoir vraiment intégrer tous les détails possibles. Et moi qui vous parle, j'ai un problème au niveau de ma base. Mon territoire, c'est le territoire qui a accueilli 80% des déplacés des Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Et au moment où je vous parle, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Les gens n'ont pas où dormir. Donc c'est aussi une demande que je verse au niveau de la commission ECOFIN pour qu'on voie dans les portefeuilles du ministère des Affaires sociales comment augmenter les crédits pour que la ministre arrive tant soit peu à souvenir à certaines doléances de nos compatriotes qui sont actuellement en errance sans le vouloir. Deuxièmement, il y a la question de l'insécurité au niveau de la partie orientale de la province où nous nous sommes élus, principalement dans la ville de Goma, les territoires de Nyiragongo, mais sans oublier Masisi et Rutshuru et Walikale actuellement, qui sont des territoires occupés par les rebelles. Et nous, on voudrait voir le gouvernement quitter, laisser les discours et passer par les actions. Parce que notre population qui est aujourd'hui en déplacement ne veut que le retour de la paix pour qu'elle puisse regagner leur milieu d'origine. Voilà un peu les quelques observations que nous avons pu ajouter dans le budget, mais plus aussi on va travailler avec le membre de la commission ECOFIN pour que nous y apportions aussi nos différentes observations. Mais primordialement pour le Nord Kivu, actuellement la population ne demande que la paix, rien que la paix.
Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux à nous suivre autour du débat sur le projet des lois des finances pour l'exercice 2025 présenté par la première ministre Judith Suminwa. Depuis c'est plus de 20 heures, dit-on, de travail entre le membre du gouvernement, mais également les représentants nationaux ici en direct à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, parmi les députés nationaux qui ont pris la parole pour parler de la question de l'exécutif national, il y a eu Patrick Matata qui s'est appesantí sur les projets des 145 territoires. Patrick Matata est revenu également, mesdames et messieurs, sur la situation du développement de sa circonscription électorale d'Isangani en province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, Adèle Princesse Kainda Maïna, mesdames et messieurs, a pris la parole également pour rappeler le membre du gouvernement de tenir compte cette fois-ci de l'exécution autour des projets des 145 territoires, dont si une fois le gouvernement arrivera à assumer ses engagements, ça sera une façon également de permettre à ce que les députés nationaux puissent faire le suivi de ces projets des 145 territoires. Eliezer Tambou s'est au moins martelé sur la question des dessertes au transport aérien, dont Jean-Pierre Bemba, ministre, vice-premier ministre au transport, a été pointé du doigt autour de ces projets des lois des finances pour l'exercice 2025 ici. Mesdames et messieurs, tout a commencé à partir de 13h heure de Kinshasa pour les jeudis 31 octobre 2024. Mesdames et messieurs, cette plénière a pris fin à 4h moins ici à la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Ernest Ndengo est revenu également l'élu de la circonscription électorale de Kungu dans la province, mesdames et messieurs, du Sud-Ubangi, a également rappelé le membre du gouvernement que chacun devait se pointer à son coin, également exécuter ce budget ici dans les secteurs qui lui conviennent. Il a profité par ailleurs de cette occasion pour rappeler le ministre du développement rural qui ne devait pas rester à Kinshasa et vivre dans les endroits bien assainis, mais par contre aller dans le fin fond du Congo et plus précisément dans la province du Sud-Ubangi où l'espace vert gagne du plein également à travers ses ressources naturelles, s'est focalisé pour le développement, s'est penché également pour la question de la pêche et l'élevage ou le poisson mer de vieillesse. Ces derniers s'est martelé l'élu de la circonscription électorale de Congo, Ernest Ndengo, est revenu pour rappeler le gouvernement. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre ce nouveau numéro d'actualité autour du budget exercice 2025 présenté par Judith Suminwa. Ce budget qui a été déclaré recevable au niveau de la Chambre basse du Parlement, à présence du président de cette chambre, Vital Kamerhe, a également fait le point autour de débat qui a eu lieu pour rappeler la population, rappeler le gouvernement autour des besoins de la population. Ces coûts de budget pour l'exercice 2025 s'élèvent à plus de 18 milliards de dollars américains. Ce budget servira pour cet exercice 2025. Merci pour votre attention. Restez connectés. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe Média Top 243 News.